La plupart des gens essaient d'organiser leur vie en changeant ce qui est à l'extérieur, le travail, les gens, la ville, les horaires. Mais le chaos ne disparaît pas en changeant de lieu, car le désordre ne vit pas dans l'environnement, il vit à l'intérieur. Tu peux avoir l'agenda le plus structuré et te sentir encore perdu. Tu peux nettoyer ta maison 1000 fois et continuer à ressentir le désordre dans ton âme. Le véritable ordre commence lorsque tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et que tu commences à t'écouter. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être en paix, mais que tu as besoin d'être en paix pour que tout commence à s'organiser. Ce processus n'est ni joli ni rapide. C'est une reconstruction silencieuse qui exige de te confronter à toi-même, à ce que tu as remis à plus tard, à ce que tu prétends ne pas voir. Et c'est là que la plupart abandonnent. Parce que mettre de l'ordre dans sa vie n'est pas une question d'esthétique mais de caractère. Cela implique de te dire la vérité même si ça fait mal. Cela implique de lâcher des personnes, des habitudes, des pensées et des excuses qui soutiennent ton désordre. Il n'y a pas moyen d'avoir de la clarté si ton esprit est saturé. Il n'y a pas de calme si ton corps est épuisé. Il n'y a pas de cohérence si tes émotions dominent plus que ta raison. L'ordre intérieur n'est pas atteint lorsque tout s'emboîte, mais lorsque tu apprends à te soutenir, même lorsque rien ne le fait. Cette vidéo ne cherche pas à te dire ce que tu sais déjà, mais à te rappeler ce que tu as oublié, que le pouvoir de mettre ta vie en équilibre commence par toi, pas à l'extérieur, pas demain, ici et maintenant. Parce que celui qui parvient à se maîtriser n'a plus besoin de contrôler quoi que ce soit d'autre. 1. Maîtrise ton attention. Ton attention est le champ de bataille où se décide ton destin. Tout ce que tu es, fais ou ressens dépend de la direction vers laquelle tu la diriges. Et si tu ne la contrôles pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Aujourd'hui, nous vivons une guerre silencieuse pour ton attention. Notifications, distractions, comparaisons et stimuli qui te dérobent du présent. La plupart ne pensent plus, ils réagissent simplement. Ils courent, mais ne savent pas vers où. Ils parlent, mais ne s'écoutent pas. Ils veulent tout, mais ne se concentrent sur rien. Et c'est là le véritable chaos. Non pas dans le monde, mais dans l'esprit dispersé qui tente de tout englober sans rien comprendre. Maîtriser ton attention ne signifie pas vivre isolé, mais apprendre à choisir à quoi tu donnes de l'énergie et à quoi tu n'en donnes pas. Car chaque pensée que tu nourris devient une graine qui grandira en toi. Veux-tu vraiment que ton esprit soit un jardin plein de bruit, de culpabilité et d'anxiété? L'attention est le filtre qui décide de ce qui reste en toi. C'est pourquoi tu dois la former comme un muscle. Éteins le bruit extérieur. Observe tes pensées sans te laisser emporter par elles. Et chaque fois que tu te surprends à être distrait, reviens au présent. Reviens à toi. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te dominer si tu apprends à maîtriser ton esprit. Marc Aurèle le savait lorsqu'il écrivait que « la vie est ce que pensent tes pensées ». Cette phrase résume une vérité brutale. Ta réalité dépend de ce que tu choisis de regarder. Si tu concentres ton attention sur ce que tu ne contrôles pas, tu vivras frustré. Si tu la diriges vers l'essentiel, tu commenceras à voir clairement. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à rester lucide en son sein. Chaque fois que tu te sens perdu, arrête-toi, respire, demande-toi « Sur quoi est-ce que je concentre mon énergie maintenant ?» Cette simple question peut changer ta journée. L'esprit ne se met pas en ordre en répétant de jolies phrases, mais en prenant le contrôle de l'attention. Parce que lorsque ton attention se fragmente, ta force se disperse. Mais quand tu la centres, tout le reste commence à s'aligner. Commence par de petites choses. Laisse ton téléphone pendant que tu manges. Écoute sans penser à ce que tu vas répondre. Consacre des minutes au silence, sans chercher de stimuli. Cet entraînement quotidien est ce qui crée un esprit discipliné. Parce que l'attention n'est pas gagnée par la force, mais par la présence. Et celui qui apprend à être présent devient invincible. La plupart se plaignent de ne pas avoir de temps, mais en réalité, ce qui leur manque n'est pas le temps, c'est le focus. Ils n'ont pas besoin de plus d'heures, ils ont besoin de plus de conscience. La vie ne s'échappe pas par les secondes qui passent,
mais par les pensées qui vagabondent sans contrôle. Maîtriser ton attention, c'est reprendre le contrôle de ton esprit. C'est décider ce qui mérite de rester et ce qui doit partir. Quand ton attention est ferme, ton intérieur s'ordonne. Et quand ton intérieur s'ordonne, tout le reste commence à se mettre en place. C'est là le véritable pouvoir. Non pas celui de contrôler ce qui t'entoure, mais celui de contrôler ce à quoi tu décides de penser. Parce que celui qui maîtrise son attention, maîtrise son monde. 2. Honore ton corps. Ton corps n'est pas un accessoire, c'est le temple où réside ton esprit, tes émotions et ton but. Pourtant, la plupart des gens le traitent comme un instrument jetable. Ils le surchargent, le poussent, l'ignorent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent constamment fatigués, sans énergie, sans clarté. Tu ne peux pas construire une vie ordonnée si la base qui la soutient est affaiblie. Tu ne peux pas aspirer à la tranquillité lorsque tu dors peu, que tu manges mal ou que tu pousses ton corps à ses limites tous les jours. Le corps est le reflet silencieux du respect que tu as pour toi-même. Et quand tu l'honores, tout en toi commence à s'aligner. Il ne s'agit pas d'avoir le corps parfait, mais d'avoir un corps présent. Un corps que tu écoutes, que tu prends soin et que tu comprends. Chaque douleur physique est un message que tu as ignoré. Chaque tension musculaire est une émotion non traitée. Chaque fatigue constante est un signe que tu demandes plus que tu ne donnes. Et pourtant, nous continuons à anesthésier le corps avec un excès de travail, d'écran et de distraction, comme s'il était immortel. Mais le corps se souvient de ce que l'esprit oublie. L'honorer signifie lui rendre la connexion que tu as perdue avec l'essentiel. Sortir marcher sans écouteurs. Dormir suffisamment sans se sentir coupable. Manger sans punition ni excès. Respirer profondément et être reconnaissant d'être en vie. Cela semble simple, mais c'est ce que le stoïcisme appelait vivre selon la nature. Ne pas lutter contre le rythme de la vie, mais se synchroniser avec lui. La sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans ta respiration, ton pouls, ta capacité à être ici. Le corps est aussi ton thermomètre émotionnel. Quand tu es anxieux, tu respires vite. Quand tu as peur, il se tend. Quand tu nies ce que tu ressens, il tombe malade. Tu ne peux pas séparer l'esprit et le corps, car ils sont un seul système. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la tempérance, l'équilibre qui émerge lorsque tu comprends que le plaisir n'est pas l'ennemi du contrôle, ni le repos, un obstacle à la discipline. Un corps reposé pense mieux, réagit mieux et ressent plus clairement. Chaque décision que tu prends se reflète dans ton corps. La paresse se voit, l'excès se voit, le manque d'auto-soin se voit aussi. Mais quand tu commences à traiter ton corps comme un allié, pas comme un outil, quelque chose change. Ton énergie devient stable, tes pensées plus claires et ton humeur plus forte. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite, juste de la cohérence. Dormir tôt, manger avec intention, bouger tous les jours, libérer le stress accumulé. Ces actes, bien qu'ils semblent petits, sont des déclarations de respect envers toi-même. Marc Aurèle a écrit « L'esprit a besoin du corps autant que le corps a besoin de l'esprit. Ils se soutiennent mutuellement, et si l'un tombe, l'autre le suit. » C'est pourquoi, si tu veux de la clarté mentale, commence par prendre soin de l'endroit où réside ton esprit. Et il ne s'agit pas de vanité, mais de responsabilité. Chaque jour où tu prends soin de ton corps, tu renforces un message. Mon bien-être est une priorité. Cette simple pensée t'ordonne de l'intérieur. Imagine ton corps comme une boussole. Si tu l'écoutes, il te dira quand t'arrêter, quand avancer, quand te reposer. Mais si tu l'ignores, tu te perdras dans la fatigue et le désordre. Il n'y a pas de croissance possible dans un corps épuisé. L'équilibre n'est pas atteint en niant tes limites, mais en les respectant. Et ce respect, jour après jour, est ce qui construit une forteresse silencieuse. Honorer ton corps n'est pas un acte physique, c'est un acte spirituel. C'est te rappeler que la discipline n'est pas une punition, mais un amour pour toi-même. 3. Réponds avec calme. Le véritable contrôle ne se démontre pas en parlant plus fort, mais en gardant son calme lorsque tout le monde perd le sien. Dans un monde où les gens réagissent impulsivement, répondre avec sérénité est devenu un acte de pouvoir.
La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils ne pensent pas, ils réagissent simplement. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil ou le besoin d'avoir raison. Mais celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise le cours de sa vie. Répondre avec calme n'est pas une faiblesse. C'est la force à l'état pur. Il faut plus de force pour contenir un mot blessant que pour le lancer. Il faut plus de sagesse pour se taire à temps que pour laisser l'ego vous faire parler trop. Le calme ne s'hérite pas, il se travaille. Et il se travaille au quotidien. Quand quelqu'un vous provoque, quand les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, quand vous ressentez la pression d'exploser, mais que vous choisissez de respirer au lieu de réagir. Là, dans ces secondes de lucidité, se trouve la différence entre détruire et construire. Les stoïciens le savaient bien. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Et c'est là la racine de tout. Vous ne contrôlez pas les actes des autres, mais vous contrôlez l'interprétation que vous en faites. Si vous permettez à chaque mot étranger de voler votre paix, vous donnez le pouvoir le plus précieux que vous avez, votre équilibre intérieur. Ce n'est pas le monde qui vous perturbe, ce sont vos jugements. Changez votre perception et votre réaction changera. Quand vous réagissez sans réfléchir, vous donnez le contrôle. Vous devenez esclave de vos émotions. Mais quand vous répondez avec calme, vous envoyez un message à votre esprit. Je décide. C'est l'essence de l'ordre intérieur. Ce n'est pas vivre sans émotion, mais apprendre à les diriger. La colère, la peur, la frustration. Toutes peuvent être utiles si vous les utilisez avec sagesse. Le problème n'est pas de ressentir, le problème est de se perdre dans ce que l'on ressent. Le calme n'arrive pas par magie, il arrive par la pratique. Commencez par observer votre corps lorsque quelque chose vous dérange. Le pouls s'accélère, les muscles se tendent, la respiration s'agite. C'est votre avertissement. Là, vous devez vous arrêter, inhaler et vous rappeler que le silence peut être une réponse plus puissante que n'importe quel argument. Vous n'avez rien à prouver. La paix intérieure se fait sentir sans mots. Répondez avec calme même lorsque vous avez raison, car la raison sans sérénité perd de sa valeur. Et souvenez-vous de ceci, les personnes qui cherchent à vous provoquer ne veulent pas votre vérité, elles veulent votre réaction. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Votre silence dérange plus que votre colère. Votre composture déroute plus que votre cri. Et lorsque vous apprenez à garder votre calme au milieu du chaos, vous devenez quelqu'un d'impossible à manipuler. La prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, ne cherchez pas à gagner la discussion. Cherchez à gagner votre équilibre. Ne laissez pas une émotion momentanée ruiner votre journée, votre dignité ou votre but. Gardez votre calme même lorsque l'environnement est une tempête. Car celui qui peut rester debout dans le chaos a appris l'art de se maîtriser. Le calme n'est pas l'absence de feu, c'est savoir le contenir sans se brûler. C'est regarder la provocation en face et choisir de ne pas se perdre dedans. C'est comprendre que chaque réaction est une décision qui définit qui vous êtes. Et si vous parvenez à répondre avec calme, votre vie entière commencera à s'organiser de l'intérieur. Car celui qui a le contrôle sur sa réaction a déjà gagné la bataille la plus importante, celle de lui-même. 4. Commence aujourd'hui. Le moment parfait n'existe pas, et celui qui continue à l'attendre a déjà perdu trop de temps. La plupart des gens vivent en planifiant, en rêvant ou en promettant, mais peu agissent. Ils veulent avoir la clarté avant de bouger, mais la clarté n'arrive pas sans mouvement. Ils veulent ressentir de la motivation, mais la motivation naît de l'impulsion initiale, elle ne la précède pas. La vérité est simple. Soit tu commences aujourd'hui, soit tu continues à répéter les mêmes excuses, déguisées en prudence. Chaque jour que tu repousses ce que tu sais que tu dois faire, tu renforces une idée silencieuse dans ton esprit, que tu ne te fais pas confiance. Et pendant que tu attends le moment approprié, la vie continue à avancer sans demander la permission. Tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui devient le poids qui te coulera demain. Les personnes qui réussissent à mettre de l'ordre dans leur vie ne sont pas celles qui ont tout planifié. Ce sont celles qui prennent des décisions petites, fermes et quotidiennes, sans dépendre du climat émotionnel du jour. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne contrôles pas demain, seulement le présent.
Marc Aurèle écrivait que le temps d'agir est maintenant, parce que le futur n'existe pas au-delà de l'esprit. Penser trop à quand commencer est une autre façon d'éviter de le faire. Et chaque « je commence demain » est une brique dans le mur de la procrastination. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence avant de te sentir prêt. Commence avec ce que tu as, où tu es, comme tu peux. Tu n'as pas besoin que tout soit en ordre pour faire le premier pas. Le premier pas est précisément ce qui commence à tout ordonner. La peur ne disparaît pas avec la réflexion, elle disparaît avec l'action. La confiance ne se trouve pas dans les livres, elle se construit en marchant. Personne n'atteint le sommet en analysant la carte éternellement, mais en avançant avec détermination. Tu n'as pas à le faire parfaitement, tu as juste à le faire. Chaque jour que tu gaspilles, quelqu'un d'autre avance. Non pas parce qu'il est plus capable, mais parce qu'il a eu le courage de commencer. Ne confonds pas mouvement avec progrès. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais de faire ce qui compte vraiment. Lève-toi tôt, vérifie tes priorités, élimine les distractions et agis. Même si c'est un petit pas, un progrès minime. Parce que ce qui est petit et répété avec constance devient grand. Commence aujourd'hui à ordonner ton espace, ton esprit, ta routine. Arrête de dire plus tard et dis maintenant. Ce mot change ton énergie. Change ton focus. Change ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un simple début. Lire 10 pages, faire de l'exercice pendant 20 minutes, écrire tes idées, éteindre ton téléphone pendant 1 heure. Ce sont des actes minuscules qui brisent l'inertie. Et briser l'inertie est la moitié de la victoire. Le jour où tu décides de commencer, quelque chose en toi s'éveille. Tu n'es plus la victime de tes pensées. Tu deviens le créateur de tes résultats. Peu importe si tu échoues, l'important est de ne pas t'arrêter. L'erreur enseigne plus que l'attente. Personne n'apprend à maîtriser sa vie en observant, mais en expérimentant. Alors commence aujourd'hui. Non pas parce que tout est clair, mais précisément parce que ce n'est pas le cas. Commence même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu te trompes. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de la version de toi qui ne renonce plus. Cette version disciplinée, sereine et ferme qui sait que l'ordre intérieur ne se trouve pas en pensant, mais en agissant. Il n'y a pas de demain pour celui qui a la clarté aujourd'hui. Et il n'y a pas de destin pour celui qui n'ose pas avancer. Commence aujourd'hui, même si le chemin n'est pas défini. Parce que si tu continues à attendre le moment parfait, ce moment sera ton excuse pour ne pas vivre. 5. Lâche ce qui pèse. Tu ne peux pas avancer si tu marches en portant ce que tu aurais déjà dû laisser derrière toi. La vie ne se désorganise pas par manque de temps, mais par excès de poids émotionnel. Les gens, les culpabilités, les ressentiments, les attentes, les peurs, tout cela que tu gardes en toi t'empêche de bouger librement. Tu veux construire une nouvelle vie, mais tu continues à habiter l'ancienne dans ton esprit. Le véritable ordre n'est pas atteint en accumulant plus, mais en lâchant ce qui est inutile. La plupart s'accrochent à ce qui leur fait mal parce qu'ils confondent lâcher prise avec perdre. Mais lâcher prise n'est pas abandonner, c'est libérer de l'espace pour que du nouveau puisse entrer. S'accrocher au passé ne te donne pas de stabilité, ça te donne des chaînes. Et plus tu serres, plus tu t'épuises. L'esprit saturé ne peut pas penser clairement. C'est pourquoi, quand tout te semble confus, tu n'as pas besoin d'ajouter plus. Tu as besoin de retirer. Retirer les pensées qui ne te servent pas. Retirer les personnes qui te diminuent. Retirer les soucis que tu ne peux pas résoudre. Les stoïciens comprenaient que la souffrance naît du désir de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Épictète l'expliquait crûment. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles se passent comme elles doivent. Et ta vie sera sereine. C'est là l'essence de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'accepter. Accepter qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme tu l'espérais, que certaines personnes ne sont pas restées et que certains chemins n'étaient pas pour toi. Résister à cette vérité est ce qui te maintient coincé dans un cycle sans avancement. Lâche la nécessité de tout comprendre. Tout n'a pas une explication, mais tout laisse une leçon. Lâche l'idée que tu as besoin de clore chaque histoire avec des mots. Parfois, la clôture est le silence. Parfois, la paix arrive quand tu arrêtes de chercher des réponses
et que tu commences à construire à partir de ce que tu as. La vie se met en ordre quand tu arrêtes d'essayer de changer ce qui est déjà passé et que tu commences à prendre soin de ce qui se passe maintenant. Chaque chose que tu lâches est une victoire sur ton ego, parce que l'ego veut avoir raison, contrôler, prouver. Mais l'âme veut juste se reposer. Et il n'y a pas de repos possible quand tu vis en revoyant des blessures ou en attendant des excuses qui ne viendront jamais. La liberté intérieure commence quand tu choisis ta paix au-dessus de ton orgueil. Quand tu décides que tu ne vas plus te battre pour ce qui ne fait que t'épuiser. Lâche aussi la version de toi qui s'est habituée au chaos. Cette partie qui confond le drame avec l'intensité et la souffrance avec l'amour. Tu n'es pas cette personne qui réagit par impulsion ou qui s'accroche par peur d'être seul. Tu es celui qui peut choisir de lâcher prise sans rancune, de marcher sans regarder en arrière et de construire sans attendre d'approbation. L'acte de lâcher prise n'est pas vide, c'est du pouvoir. Fais un nettoyage émotionnel. Tout comme tu ranges ta maison, range ton esprit. Examine quelles pensées te volent de l'énergie. Quels souvenirs t'empêchent d'avancer. Quels liens ne vibrent plus avec toi? Et laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de fermer toutes les portes avec du bruit. Parfois, il suffit de s'éloigner en silence, en remerciant pour ce que l'on a appris. Chaque chose que tu lâches laisse de la place pour l'essentiel, le calme, la clarté, l'authenticité. Tu ne peux pas être libre si tu es plein de choses qui n'appartiennent plus à ce moment. Et tu ne peux pas trouver d'ordre si tu continues à soutenir ce qui est déjà terminé. Lâche ce qui pèse, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Ce qui part laisse de la place pour ce qui vient. Et quand tu te libères enfin de ce qui te retenait, tu découvres quelque chose qui a toujours été là. L'ordre intérieur ne se crée pas en accumulant. Il se révèle quand tu apprends à lâcher prise. 6. Embrasse la solitude. La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité que peu savent saisir. La plupart des gens en ont peur parce qu'ils ne supportent pas de s'écouter eux-mêmes. Ils préfèrent se remplir de bruit, de distractions et de compagnie vide plutôt que de faire face à leur propre silence. Mais celui qui ne sait pas être seul ne saura jamais être en paix avec personne. La solitude ne te prend rien. Elle te rend tout ce que tu avais donné sans t'en rendre compte. Ton attention, ton énergie, ton centre. Le monde moderne te fait croire que la plénitude dépend d'être entouré, d'être vu, d'appartenir. Mais la vérité est que beaucoup sont accompagnés et se sentent pourtant vides. Non pas parce qu'ils manquent des personnes, mais parce qu'ils se sont déconnectés d'eux-mêmes. La solitude est le terrain où fleurit la clarté. C'est dans ces moments sans distraction que tu commences à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est bruit. Marc Aurèle trouvait en la solitude sa plus grande force. Malgré la direction d'un empire, il écrivait chaque nuit pour lui-même, pas pour le monde. Il comprenait que l'ordre intérieur se construit lorsque tu oses te regarder sans filtre, sans masque, sans public. Et cela, aujourd'hui, est devenu un acte presque révolutionnaire. Les gens fuient leur esprit comme s'il était un ennemi, alors qu'en réalité c'est l'endroit où ils peuvent trouver la direction qu'ils cherchent tant à l'extérieur. Embrasser la solitude ne signifie pas s'isoler du monde, mais apprendre à exister sans en dépendre. C'est reconnaître que ta valeur ne diminue pas quand personne ne t'applaudit, et que ton but n'a pas besoin de témoins pour être réel. Dans cet espace silencieux, tu commences à éliminer ce qui est superflu, à guérir les blessures, à ordonner tes pensées. L'esprit cesse de courir après tout quand il comprend qu'il n'a besoin de rien de plus que de présence. Être seul révèle aussi des vérités que le bruit cache. Tu découvres qui tu es vraiment quand personne ne te regarde. Tu te rends compte de ce que tu fais par conviction et de ce que tu faisais par habitude ou pour obtenir l'approbation. La solitude est inconfortable au début parce qu'elle te dénude de ce que tu prétendais être. Mais ensuite, quand tu t'habitues à son calme, elle devient une compagnie inébranlable. Le stoïcisme enseigne que le sage n'a pas peur d'être seul, parce que sa force ne vient pas de son environnement, mais de son esprit discipliné. Celui qui peut rester en silence sans se sentir vide a maîtrisé l'un des plus grands défis de l'être humain. Se supporter et se réjouir en même temps.
Et cette maîtrise ne s'obtient pas avec des théories, elle s'obtient avec la pratique. Éteins le téléphone. Assieds-toi avec toi-même. Écoute ce que tu as évité pendant longtemps. Il n'y a pas d'acte de pouvoir plus grand que de se connaître soi-même sans peur. Embrasser la solitude ne signifie pas se retirer du monde, mais revenir à soi. C'est retrouver cette voix intérieure qui s'était perdue entre les obligations, les opinions et le bruit numérique. C'est construire une vie qui n'a pas besoin de fuir d'elle-même. La solitude bien comprise ne fait pas mal. Elle libère, elle n'isole pas, elle purifie. L'ordre intérieur naît lorsque tu cesses de chercher refuge chez les autres et que tu commences à le construire en toi. Là, dans ce silence où personne ne te distrait, tu découvres ce qui compte vraiment. Et quand tu arrives à te sentir complet en solitude, aucune perte ne te fait tomber, aucun abandon ne te brise. Parce que tu ne cherches plus à combler des vides, mais à partager l'abondance. C'est ça la véritable liberté. Être avec toi et sentir qu'il ne manque rien. 7. Valide ta valeur. Attendre que les autres te reconnaissent est la façon la plus lente de te détruire. La validation externe est une drogue déguisée en approbation. Au début, elle te soulève, mais ensuite elle te rend dépendant. Quand ta valeur dépend du regard des autres, tu deviens un reflet des attentes des autres. Tu vis en essayant de plaire, de t'intégrer, d'être suffisant selon des normes qui n'ont jamais été les tiennes. Et ainsi, petit à petit, tu te perds. Te valider n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'applaudissements pour savoir que tu fais bien les choses. C'est regarder tes propres progrès sans les comparer à ceux des autres. C'est reconnaître que tu as de la valeur même quand tu ne produis pas, que tu es suffisant même quand tu ne brilles pas. La plupart des gens cherchent l'approbation parce qu'ils ne savent pas être en paix avec leur propre silence. Mais la reconnaissance la plus puissante est celle qui vient quand tu fais ce qui est juste même si personne ne le remarque. Le stoïcisme enseignait que la valeur de l'homme ne se mesure pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il peut perdre sans se briser. Sénèque disait « L'homme sage se suffit à lui-même, bien qu'il ait besoin d'amis ». Cette phrase est une leçon d'équilibre. Il ne s'agit pas de te fermer au monde, mais de ne pas devenir son esclave émotionnel. La validation externe peut être un compliment, mais elle ne doit jamais être une exigence. Chaque fois que tu cherches à ce que quelqu'un te confirme, tu cèdes du pouvoir. C'est comme si tu disais « Ma valeur dépend de ton approbation ». Et à ce moment-là, tu te déconnectes de toi-même. Les gens changent, la reconnaissance change, mais ton essence ne devrait pas le faire. Ce que les gens pensent de toi ne définit pas qui tu es. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, ça le fait. Commence à te valider par des actes, pas avec de jolis mots, mais avec de la cohérence. Tiens tes promesses, respecte tes limites, reconnais tes progrès même s'ils sont petits. Si tu arrives à tenir parole, ton esprit commencera à avoir confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, tu n'as plus besoin que personne d'autre le fasse. L'autoconfiance ne se construit pas avec des affirmations vides, mais avec des actions réelles. La plupart des gens cherchent à être admirés quand ce dont ils ont besoin est d'être intègres. Ne cherche pas à impressionner, cherche à rester ferme dans tes principes. Ne te définis pas par les résultats, mais par l'effort que tu mets chaque jour. Parce que la valeur n'est pas dans ce que tu accomplis, mais dans ce que tu résistes sans abandonner. Il y aura des jours où personne ne reconnaîtra ce que tu fais. Personne ne verra tes efforts, tes nuits blanches, tes batailles internes. Et c'est là que tu as le plus besoin de te valider. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu continues d'essayer. Reconnais-toi pour ta constance, ton courage, ta capacité à continuer même quand il n'y a pas de témoin. Valide ta valeur sans te comparer. Chaque vie a son rythme, chaque personne a son processus. Tu n'as pas besoin de te démarquer, tu as besoin d'être fidèle à toi-même. Quand tu apprends à te valoriser de l'intérieur, tu arrêtes de poursuivre le superficiel. Tu n'as plus besoin que le monde te voie, parce que tu te vois déjà. Et quand cela arrive, tu retrouves la liberté que tu as perdue en dépendant du jugement des autres. Valide ta valeur aujourd'hui, sans demander la permission. Parce que celui qui apprend à se reconnaître arrête de mendier l'amour et commence à construire le respect.
8. Choisis le progrès. Le perfectionnisme est le piège le plus élégant de l'autosabotage. Il te fait croire que tu n'es pas prêt, qu'il manque encore quelque chose, que tu pourrais faire mieux. Et pendant que tu attends cette version idéale de toi, la vie passe. La quête de la perfection paralyse plus de rêves que l'échec. C'est pourquoi celui qui désire un ordre intérieur doit toujours choisir le progrès sur la perfection. Parce que grandir ne consiste pas à le faire impeccablement, mais à le rendre possible. Le progrès est mouvement, et le mouvement est vie. L'opposé du chaos n'est pas le contrôle, c'est l'avancement constant. Mais la plupart se bloquent parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils craignent de faire un pas imparfait, ils craignent d'être jugés, ils craignent de ne pas faire comme les autres attendent. Cette mentalité les enferme dans un cercle où ils ne font rien, mais le justifient par des excuses. Celui qui attend la perfection n'évolue pas, il se flétrit. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'est pas de tout faire bien, mais de le faire avec intention. Marc Aurèle l'a exprimé sans fioriture. Fais ce que la nature te demande maintenant. C'est-à-dire, agis. Non pas quand tout sera aligné, mais quand ce sera le moment. Et le moment est toujours maintenant. Chaque jour est une occasion de s'améliorer, même un peu. Chaque décision est une possibilité de croissance. Mais si tu exiges la perfection, tu finis par te punir pour avancer lentement. Et avancer lentement est toujours avancer. Choisis le progrès comme philosophie de vie. Lève-toi et fais même si tu n'en as pas envie. Apprends même si tu ne comprends pas tout. Demande pardon même si ton orgueil résiste. Corrige tes erreurs sans avoir honte de les avoir commises. Le progrès se construit avec humilité, pas avec ego. Personne ne grandit en prétendant être invincible. Arrête de mesurer ta croissance avec la règle des autres. Ce qui pour l'un est un petit pas, pour toi peut être une révolution. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction. Si chaque jour tu es un peu plus conscient, plus patient, plus discipliné, alors tu avances. Ne cherche pas de grands sauts, cherche des pas fermes. La constance silencieuse l'emporte sur l'impulsion du moment. Le perfectionnisme tue aussi la joie. Celui qui ne se permet pas de profiter du processus vit frustré. Il attend le résultat final pour se sentir satisfait, mais quand il arrive, il pense déjà à la suite. Ce n'est jamais suffisant. En revanche, celui qui choisit le progrès célèbre les petites victoires. Il est reconnaissant pour l'effort quotidien, se sent en paix avec ce qu'il fait et fait confiance au rythme naturel de la vie. Ce type de personne n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il sait que le véritable succès réside dans la continuité, pas dans le spectacle. La discipline, la concentration et la patience sont les fondements du progrès. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, tu as besoin de le faire tous les jours. Même si c'est peu, mais constant. Même si personne ne le voit, mais que tu le sais. L'esprit se renforce dans la répétition et l'âme trouve la paix dans la cohérence. L'ordre intérieur surgit lorsque tu arrêtes d'exiger la perfection et que tu commences à valoriser l'avancement quotidien. Choisis le progrès même lorsque tu te sens perdu. Parce que bouger, même lentement, te maintient en vie. Parce qu'essayer, même si tu échoues, te maintient éveillé. Et parce qu'à chaque fois que tu choisis d'avancer, tu dis à la vie, « Je ne renonce pas, cette décision est du pur pouvoir. » Choisis le progrès sur l'orgueil, sur la comparaison, sur le doute. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. La perfection cherche l'approbation, le progrès cherche l'évolution. Et celui qui choisit d'évoluer chaque jour, même un peu, finit par atteindre une paix que les perfectionnistes ne connaîtront jamais. Parce que l'ordre n'est pas atteint lorsque tout est impeccable, mais lorsque tu choisis de continuer à avancer, même lorsque rien ne l'est. La perdre n'était pas la fin, c'était le début de l'examen le plus réel que tu auras avec toi-même. Dans une rupture, l'erreur la plus courante est de croire que le pouvoir réside dans le fait de la récupérer, alors qu'en réalité, le véritable pouvoir réside dans le fait de te récupérer. Il ne s'agit pas de lui écrire, de la supplier ou d'essayer de prouver que tu vaux la peine. Il s'agit de laisser le silence, le calme et ton progrès parler pour toi. Pendant que tu te reconstruis, elle commence à se rappeler qui tu étais avant de devenir si disponible. Le stoïcisme ne t'apprend pas à cacher la douleur, mais à la maîtriser.
Il te dit « Ressens, mais ne te prosterne pas devant ce que tu ressens ». C'est la clé. La plupart perdent le contrôle parce qu'ils confondent l'amour avec la dépendance. Ils veulent qu'elle revienne pour arrêter de souffrir, alors qu'en réalité, ils ont besoin de revenir à eux-mêmes. L'homme qui comprend cela ne cherche pas la revanche. Il cherche l'équilibre, le but et le respect de soi. Ce processus n'est ni une performance ni une stratégie pour impressionner. C'est une pure transformation. Chaque pas, chaque jour en silence, chaque limite que tu imposes est une déclaration. Je ne m'effondre pas, j'évolue. Et quand cela se produit, elle le perçoit. Non pas par tes mots, mais par ta nouvelle énergie. Parce que rien n'attire plus qu'un homme qui n'a plus besoin d'attirer. Dans les leçons suivantes, tu apprendras comment accepter ce qui s'est passé sans victimisation, comment utiliser le silence comme une arme, comment te reconstruire avec force, comment provoquer sans dire un mot et comment vivre avec un but. Ce ne sont pas des phrases de consolation, ce sont des actes de pouvoir. Parce que le regret ne se provoque pas en suppliant, il se provoque en devenant quelqu'un d'irremplaçable. 1. Accepte et prends le contrôle. Accepter n'est pas se rendre, c'est récupérer le pouvoir que tu as cédé lorsque tu as commencé à résister à l'inévitable. La plupart des gens sombrent après une rupture parce qu'ils luttent contre les faits. Ils revivent des conversations, analysent des messages, imaginent des scénarios alternatifs et pensent que réfléchir à ce qui s'est passé changera quelque chose. Mais cela ne changera rien. Ce qui fait mal n'est pas la perte, mais l'attachement à l'idée que tout aurait dû être différent. Accepter, c'est regarder la réalité sans fioriture, sans excuses et sans peur. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux te relever. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Ce n'est pas la rupture qui te détruit, mais le refus de l'accepter. Plus tu résistes, plus tu t'épuises. L'acceptation n'est ni froideur, ni résignation. C'est sagesse. C'est le moment exact où tu arrêtes de chercher des coupables. Tu arrêtes de justifier le départ et tu décides de diriger ton énergie vers toi-même. Parce que tant que tu continues à concentrer ton esprit sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu continues à perdre du pouvoir. Et le pouvoir perdu se récupère avec la direction, pas avec la nostalgie. Accepter, c'est aussi arrêter de te faire victime. C'est assumer ta responsabilité dans l'histoire, sans te blâmer, mais sans t'évader. C'est comprendre que, même si elle a pris la décision finale, tu as aussi joué un rôle, et au lieu de te reprocher, tu choisis d'apprendre. Parce que tout ce qui t'arrive a une leçon, si tu es prêt à la voir sans ego. À ce moment-là, la vie cesse de sembler un châtiment et devient un entraînement. Lorsque tu acceptes, tu commences à prendre le contrôle. Et le contrôle ne signifie pas dominer l'autre, mais te dominer toi-même. C'est décider que la douleur ne dictera pas tes actions, que tu ne vas pas lui écrire sur un coup de tête, que tu ne vas pas vérifier ses réseaux sociaux, que tu ne vas pas chercher des signes là où il n'y en a plus. Le contrôle émotionnel se construit jour après jour, avec de petites décisions qui semblent insignifiantes, mais qui te rendent ton centre. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis d'avancer plutôt que de te lamenter, tu construis. Beaucoup confondent accepter avec oublier. Mais accepter ne supprime pas, transforme. Le souvenir reste, mais il ne fait plus aussi mal. Parce que tu ne le regardes plus avec le besoin de comprendre, mais avec la maturité de celui qui sait que cela faisait partie de sa croissance. Tu arrêtes de te demander pourquoi et tu commences à penser pourquoi. Et ce simple changement de perspective transforme la perte en but. Le contrôle se manifeste lorsque tu réussis à rester calme alors que ton esprit crie que tu agisses. Lorsque tu choisis de respirer avant de réagir, de travailler avant de réclamer, de construire avant d'insister. Cette sérénité est ta nouvelle forme de pouvoir. Tu ne fais pas semblant d'être indifférent, tu démontres ta maîtrise. Et quand tu y arrives, tout change. Parce que l'homme qui n'a plus besoin de contrôler l'autre, contrôle son destin. Accepter et prendre le contrôle n'est pas une stratégie pour qu'elle revienne. C'est une stratégie pour que tu reviennes à toi.
Parce que si un jour elle revient, elle ne doit pas retrouver le même homme blessé, mais quelqu'un de transformé. Un homme qui a compris que perdre quelqu'un n'est pas une tragédie, mais se perdre soi-même l'est. Accepter est la première étape, la plus difficile et la plus libératrice. C'est dire, oui, ça m'a fait mal, mais je suis toujours debout. Et à ce moment-là, le pouvoir revient entre tes mains, parce que celui qui s'accepte se domine, et celui qui se domine a déjà gagné. 2. Fais de ton silence ta force. Le silence est le coup le plus sous-estimé après une rupture. La plupart ne le supportent pas. Ils ont besoin de parler, de s'expliquer, de se défendre, de justifier ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ressentent. Mais le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est l'espace où l'autre commence à entendre ce que tes mots ne disent plus. C'est la distance émotionnelle qui transforme l'absence en présence. Quand tu te tais avec intention, l'écho de ton silence pèse plus lourd que n'importe quel discours. Après une séparation, chaque impulsion te pousse à réagir, écrire, demander, provoquer une réponse. Mais chaque message envoyé dans le désespoir confirme à l'autre personne qu'elle a encore du pouvoir sur toi. En revanche, lorsque tu décides de te taire, tu ne fais pas seulement cesser le flux d'énergie vers l'extérieur, tu le diriges vers l'intérieur. C'est là que commence la transformation. Le silence n'est pas une question d'ignorance, mais de récupération de l'autorité émotionnelle. C'est te regarder dans le miroir et te dire « je n'ai plus besoin de m'expliquer ». Le silence met mal à l'aise, parce qu'il oblige l'autre partie à affronter le vide que tu as laissé. Elle attendait tes réactions, tes tentatives de reconnexion, tes promesses. Quand elles n'arrivent pas, quelque chose change. La curiosité commence, puis le doute, puis le regret. Parce que le silence authentique n'est pas de l'indifférence, c'est un signe d'évolution. Tu ne punis pas, tu démontres ton autocontrôle. Tu communiques sans mots que tu ne dépends plus de son attention. Les stoïciens enseignaient que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans le contrôle de soi. Se taire, quand on pourrait parler, est un signe de force. L'homme émotionnellement faible cherche à être compris. Le fort choisit d'être incompris si cela préserve sa paix. Lorsque tu maîtrises le silence, tu commences à maîtriser la perception. Tu laisses le temps et la distance parler pour toi. Ton silence devient un miroir. Il lui reflète ce qu'elle ne s'attendait pas à voir. Son esprit commence à se demander pourquoi tu n'insistes pas, pourquoi tu n'es plus disponible, pourquoi ton énergie a changé. Et là, sans rien faire, la dynamique s'inverse. Celui qui t'évitait auparavant commence à penser à toi, non pas par manipulation mais par contraste. Parce que l'absence contrôlée a un pouvoir magnétique. Mais pour que le silence fonctionne, il doit être accompagné d'action. Tu ne peux pas te taire et rester au même endroit regardant le téléphone. Tu dois bouger, grandir, t'améliorer. Chaque minute que tu ne passes pas à parler d'elle, investis-la en toi. Fais de l'exercice, lis, fixe-toi des objectifs, redéfinis ton but. Le silence est le terrain fertile où naît la nouvelle version de toi. Pendant que tu évolues, elle observe, même si elle ne le dit pas, le changement dans ton énergie. Ce calme qu'elle confondait auparavant avec la froideur se transforme en mystère. Et le mystère attire toujours. Rappelle-toi, le silence ne cherche pas la punition, il cherche le respect. Lorsque tu décides de ne pas répondre, tu ne perds pas du terrain. Tu établis des limites invisibles que seuls les forts peuvent maintenir. Dans un monde où tout le monde crie sa douleur, l'homme qui se tait et se concentre sur sa croissance se distingue. Parce qu'il n'y a rien de plus frappant que de voir quelqu'un qui a souffert, mais qui ne s'est pas brisé. Alors garde tes mots pour ceux qui les méritent vraiment. Que ton silence soit ton message, ton amélioration ta réponse, et ton calme ta vengeance. Parce que lorsqu'un homme parvient à maîtriser son impulsion de parler, d'expliquer et de poursuivre, il ne cesse pas seulement d'être l'esclave du passé, mais il devient le souvenir qu'elle ne peut pas oublier. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir concentré. Et lorsque tu apprends à l'utiliser, personne n'a plus de pouvoir sur toi. 3. Reconstruis-toi sans regarder en arrière. Après une rupture, la plus grande erreur est de vivre en regardant dans le rétroviseur, en essayant de comprendre ce qui a mal tourné,
Ce que tu aurais pu faire différemment ou quand elle reviendra. Ce regard constant vers le passé te vole le présent, te draine ton énergie et te lie à quelque chose qui n'existe plus. La reconstruction commence quand tu comprends qu'il n'y a plus rien à analyser, que tu n'as plus besoin de réponse, seulement d'action. Tu n'es pas un morceau cassé en attente d'être réparé par quelqu'un d'autre. Tu es un projet en construction qui a maintenant l'opportunité de se concevoir à partir de zéro. Laisser derrière soi n'est pas oublier, c'est décider de ne pas y vivre. L'esprit essaiera de te ramener au souvenir. Il te montrera des images, des odeurs, des mots, des moments qui semblaient parfaits. Mais ne te trompe pas, cela n'existe plus. Ce que tu as aujourd'hui est un espace vide que tu peux remplir avec discipline, avec un but, avec une nouvelle version de toi. La reconstruction ne commence pas quand tu arrêtes de ressentir, mais quand tu décides de ressentir sans t'arrêter. Beaucoup d'hommes se perdent en essayant de prouver qu'ils ont déjà surmonté quelqu'un. Ils postent des photos, se vantent de nouvelles compagnies, feignent le bonheur. Ce n'est pas se reconstruire, c'est agir pour provoquer une réaction. Se reconstruire vraiment, c'est le faire en silence, sans témoin, sans besoin d'approbation. C'est quand la motivation ne vient plus du « je veux qu'elle voie ce qu'elle a perdu », mais du « je veux voir de quoi je suis capable ». Le stoïcisme enseigne que l'homme sage n'attend pas que le monde change pour améliorer sa vie. Il change lui-même et le monde s'ajuste. Ta reconstruction doit être ainsi. N'attends pas qu'elle te manque pour commencer à grandir. Commence maintenant, même si ça fait mal, même si tu penses encore à elle, même si rien n'a de sens. Chaque petite action, se lever tôt, lire, faire de l'exercice, apprendre quelque chose de nouveau, est une déclaration de pouvoir. Tu dis sans mots, je ne vis plus dans ce qui a été, je vis dans ce qui sera. Se reconstruire implique aussi de nettoyer ton environnement. Enlève de ta vie ce qui te connecte au passé, messages, photos, objets. Non pas parce que tu veux effacer l'histoire, mais parce que tu ne veux pas continuer à la revivre. Chaque fois que tu gardes un souvenir, tu renforces un lien invisible avec quelque chose qui est déjà mort. Coupe ce fil. Fais de la place pour le nouveau. Et ne le fais pas par fierté. Fais-le par respect pour ton avenir. Le processus ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible et d'autres où tu voudras revenir en arrière. Dans ces moments, rappelle-toi, ce qui t'a fait mal était nécessaire. La douleur était le maître qui est venu te montrer que tu avais cessé de te valoriser, que tu investissais en quelqu'un qui ne voyait pas ta valeur parce que tu l'avais oublié toi-même. Maintenant tu comprends, et cette compréhension est déjà une croissance. Se reconstruire sans regarder en arrière est l'acte le plus silencieux et puissant qui existe. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu le fais simplement. Et pendant que tu avances, elle reste là à regarder, se demandant comment il est possible que tu te sois relevé sans son aide. Comment tu as pu fleurir après qu'elle soit partie. C'est le regret qui vaut la peine d'être provoqué. Celui qui naît en te voyant devenir quelqu'un qui ne cherche pas la vengeance, mais l'évolution. Alors enterre le passé avec dignité, pas avec rancœur. Que ton regard ne reste pas sur ce que tu as perdu, mais sur ce que tu es en train de construire. Parce que ce que tu es en train de former maintenant, pierre par pierre, s'appelle le respect de soi. Et quand un homme se reconstruit fermement, sans regarder en arrière, le monde et elle n'ont pas d'autre choix que de l'admirer. 4. Provoque sans rien dire. L'erreur la plus courante après une rupture est d'essayer de prouver sa valeur avec des mots. Croire que si tu expliques, si tu racontes ton changement, si tu montres ton évolution, elle le comprendra. Mais ce qui impacte vraiment ne se dit pas, il se perçoit. La provocation la plus puissante ne vient pas de parler, mais de se taire et d'agir. Provoquer sans rien dire est un art que seuls les hommes qui ont appris à contrôler leur énergie, leur présence et leur mystère maîtrisent. Quand quelqu'un s'éloigne, la dernière chose qu'il attend est de te voir calme. Il s'attend à du drame, du besoin, des démonstrations, des impulsions. Mais quand à la place de cela, il trouve de la sérénité, de l'ordre et du but, quelque chose en elle se déstabilise. Elle ne comprend pas comment tu continues sans sa validation. Et c'est là que commence l'effet psychologique le plus puissant, la curiosité.
Parce que le silence crée un vide, et le vide génère des questions. Et celui qui pose des questions commence à manquer. Provoquer sans rien dire, c'est construire une version de toi qui devient impossible à ignorer. Pas avec de fausses poses ou des apparences superficielles, mais avec des résultats. Change ta routine, améliore ton corps, élargis ton esprit, ordonne ton environnement. Non pas parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu n'es plus disposé à être la même version qui a perdu le contrôle. Chaque amélioration que tu fais en silence est une façon de communiquer. Tu ne me définis plus. Le stoïcisme enseigne que le sage agit avec un but, pas pour l'approbation. C'est pourquoi, lorsque tu transformes ton énergie en action et non en réaction, tu projettes du pouvoir. Ton calme commence à avoir plus d'impact que n'importe quel discours. Ton absence devient une présence silencieuse qui pèse. Elle commence à remarquer ton évolution sans que tu aies à dire un seul mot. C'est quelque chose que l'on ressent. Parce que le changement authentique a un langage qui n'a pas besoin d'explication. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta nouvelle énergie. Ta façon de regarder, de marcher, de répondre, d'être, tout communique. Quand une femme te perçoit en contrôle, quand elle voit que tu n'es plus disponible pour les jeux émotionnels, elle commence à faire face aux conséquences de ses décisions. Non pas parce que tu l'attaques, mais parce que tu es maintenant un miroir. Tu reflètes la différence entre celui qui reste ancré dans le passé et celui qui a appris à avancer. Provoquer sans rien dire signifie aussi ne pas réagir aux tentatives de manipulation émotionnelle. Elle peut t'écrire juste pour savoir comment tu vas, ou pour mesurer si tu es toujours disponible. Ne tombe pas, tu n'es pas obligé de répondre. Ton indifférence respectueuse vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. Chaque fois que tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu renforces ton pouvoir intérieur. Souviens-toi, celui qui parle le moins contrôle le plus le cadre émotionnel. Dans ce processus, ton objectif n'est pas de prouver que tu vas bien, c'est de l'être, parce que quand tu l'es vraiment, tout en toi le reflète. La sécurité ne se feint pas, elle se construit. Et quand elle vient de l'intérieur, elle devient du magnétisme. Elle le remarquera, même si elle ne l'admet pas. Elle sentira qu'elle a perdu quelque chose de précieux, non pas parce que tu le dis, mais parce que maintenant, ta présence a une autre fréquence. Alors laisse ta vie parler pour toi. Que tes réalisations soient tes mots et ton calme, ta déclaration. Ne cherche pas à provoquer l'attention, provoque l'admiration. Et fais-le sans effort, car le véritable attrait réside dans l'indépendance. Quand un homme cesse d'expliquer sa valeur et l'incarne simplement, il ne poursuit plus, il attire. Et c'est la provocation la plus élégante et puissante qui existe. Celle de celui qui n'a plus besoin d'être vu pour briller. 5. Réponds calmement. L'homme fort n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui ne se laisse pas emporter par le bruit. Après une rupture, ta puissance ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à la façon dont tu réagis quand elle essaie de toucher tes émotions. Et crois-moi, ce moment viendra. Elle te testera. Elle enverra un message décontracté, une phrase déguisée en inquiétude ou un silence calculé pour voir si tu es toujours sous son contrôle. C'est là que la plupart échouent, mais pas le stoïcien. Le stoïcien observe, respire et répond calmement. Parce qu'il comprend que celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise la situation. L'envie de répondre avec émotion est naturelle, mais c'est aussi le piège le plus dangereux. Quand tu réagis à partir de la blessure, tu abandonnes ton pouvoir. C'est comme si tu disais « tu peux encore m'affecter ». En revanche, quand tu réponds avec sérénité, tu envoies un message beaucoup plus puissant. Tu ne dépends plus de moi pour savoir qui je suis. Et cela psychologiquement déstabilise n'importe qui, parce que le contrôle qui était exercé sur toi disparaît. Le calme, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse. C'est de l'autorité émotionnelle. Réponds calmement même quand tu sens le feu dans ta poitrine. Si elle te cherche, ne te précipite pas pour répondre. Si elle te provoque, ne mords pas à l'hameçon. Si elle t'accuse, ne te défends pas. Le silence ou une réponse brève, ferme et sans émotion sont tes meilleures armes. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison.
Tu as besoin de prouver que tu as le contrôle. Et le contrôle ne se négocie pas, il s'exerce. Chaque fois que tu choisis de rester serein, tu envoies un signal que tu ne joues plus le même jeu. Les stoïciens disaient que la colère et l'impulsivité sont des chaînes qui asservissent l'âme. Un homme qui perd son calme devient prévisible, manipulable, faible. Mais celui qui le conserve devient imprévisible, mystérieux, inébranlable. Le calme est une forme d'intimidation silencieuse. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, ni de claquer les portes avec fureur. Il suffit de garder ton centre intact pendant que tout autour de toi essaie de te pousser vers le chaos. Quand tu apprends à répondre calmement, le pouvoir change de main. Elle remarquera la différence. Elle attendra tes anciennes réactions, les appels, les reproches, les explications. Mais à la place, elle trouvera l'équilibre. Elle trouvera un homme qui ne cherche plus à convaincre, mais à comprendre. Et cela déconcerte, parce que l'être humain craint de perdre le contrôle sur ce qu'il croyait connaître. Quand ta réponse ne correspond pas à son attente, elle commence à remettre en question sa perception. Et là, sans effort, tu sèmes le doute, le respect et l'attraction. Ne confonds pas le calme avec l'indifférence. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne rien ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Le calme est la manifestation la plus pure de la force intérieure. C'est regarder le conflit dans les yeux et décider de ne pas bouger. C'est être feu à l'intérieur et glace à l'extérieur. C'est apprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate et que parfois, le silence en dit plus que 1000 explications. Si tu réussis à rester calme quand tout en toi veut exploser, tu auras remporté la bataille la plus importante, celle de toi contre toi-même. C'est le véritable test de maturité émotionnelle. Parce que l'homme qui maîtrise sa réaction ne cherche plus la vengeance, il cherche le respect. Et le respect, une fois acquis, ne se perd jamais. Alors, la prochaine fois que le passé frappe à ta porte, n'ouvre pas avec émotion, ouvre avec sérénité. Parce que celui qui répond avec calme montre qu'il n'est plus à la hauteur du conflit, mais au-dessus de lui. 6. Reviens un mystère. Rien n'attire plus que l'inconnu. Ce qui est déjà compris cesse d'être intéressant, et ce qui devient prévisible perd de sa valeur. Pendant la relation, tu as probablement donné trop. Tes émotions, tes plans, tes pensées, tout était sur la table. Elle savait quand tu étais heureux, quand tu étais mal, quand tu allais écrire. Il n'y avait pas de place pour le mystère. Et c'est là que le désir meurt. Si tu veux reprendre le pouvoir, tu dois redevenir imprévisible, non pas par manipulation, mais par évolution. Le mystère ne consiste pas à te cacher, mais à devenir plus complexe, plus profond, plus réservé avec ce que tu offrais facilement auparavant. L'homme qui devient mystère n'a pas à feindre la distance. Il la projette naturellement parce qu'il ne cherche plus à être compris. L'énergie que tu investissais autrefois pour démontrer l'amour se transforme maintenant en présence. Tu deviens quelqu'un que tout le monde ne peut pas lire. Et cela psychologiquement désarme, parce que l'être humain craint de perdre l'accès à ce qu'il contrôlait autrefois. Le silence joue en ta faveur, mais le changement le renforce. Change tes routines, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ton environnement. Ne le fais pas pour l'impressionner, fais-le parce que tu as grandi. Quand quelqu'un qui pensait te connaître commence à remarquer une vraie différence, l'esprit se remplit de questions. Que fait-il? Pourquoi a-t-il l'air différent? Qui est à ses côtés? Cette curiosité est le début du regret. Non pas parce que tu la forces à le ressentir, mais parce que tu deviens soudainement un terrain qu'elle ne maîtrise plus. Les stoïciens savaient que le pouvoir réside dans le fait de ne pas tout révéler. Épictète disait que le sage garde son énergie, non par peur, mais par respect pour sa paix. Tu n'as pas à publier tes pas, ni à raconter tes progrès, ni à montrer chaque chose que tu fais. Le véritable mystère réside dans la discrétion. À une époque où tout le monde expose sa vie, l'homme qui choisit le silence et la réserve devient une exception. Et l'exceptionnel attire toujours l'attention. Devenir mystérieux ne signifie pas disparaître, mais être sélectif. Parle moins, observe plus. Ne cherche pas l'attention, laisse la curiosité te trouver. Prends soin de ce que tu partages, prends soin de la façon dont tu réagis. Quand personne
ne peut anticiper tes mouvements, tu reprends le contrôle de la narration. Tu cesses d'être le personnage prévisible dont tout le monde parle, et tu deviens l'homme que tout le monde veut déchiffrer. Ce changement n'est pas immédiat, il nécessite de la cohérence. Je ne peux pas être un mystère si tu es constamment préoccupé par ce qu'elle fait. Tu dois couper le besoin de savoir, de regarder ses réseaux, d'interpréter ses silences. L'inconnu doit aussi s'appliquer dans ton esprit. Arrête de l'étudier, commence à t'étudier, car le véritable énigme naît lorsque ton monde intérieur est plus intéressant que n'importe quelle histoire que tu as perdue. Et quand tu y arriveras, quand elle remarquera qu'elle ne peut plus te lire, que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne vis plus en orbite autour de son attention, quelque chose en elle changera. Elle sentira qu'elle t'a vraiment perdu. Et cette pensée, cette intrigue, sera ta meilleure alliée. Parce qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que de devenir quelqu'un que personne ne peut complètement déchiffrer. Un mystère ne se supplie pas, il se construit. Et quand tu deviens un, le monde commence à tourner à ton rythme. 7. Vice avec un but. Perdre une relation ne signifie pas perdre ton cap, mais beaucoup agissent comme si c'était le cas. Ils restent coincés, sans direction, espérant que le passé revienne pour leur donner un sens. C'est le plus grand piège émotionnel après une rupture. Croire que ta valeur dépend de qui t'accompagne. Quand tu vis sans but, tu deviens facile à manipuler parce que n'importe quelle attention ressemble à un salut. Mais quand tu définis un but, tu reprends le contrôle. Parce que ton énergie cesse de tourner autour de quelqu'un d'autre et commence à se diriger vers quelque chose de plus grand. Le but est ce qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inarrêtable. Ce n'est pas un objectif éphémère, mais une direction claire qui te donne de la force même lorsque la douleur serre. Si tu ne sais pas quel est ton but, commence par observer ce qui te fait te sentir vivant, ce qui te met au défi, ce qui exige ton amélioration. Peut-être que c'est ton travail, ton corps, ton esprit, ou un objectif que tu as repoussé par peur ou par confort. Concentre-toi là-dessus, non pas pour te distraire de la douleur, mais pour la transformer en carburant. Quand elle verra que ta vie continue d'avancer, non pas par fierté, mais par détermination, quelque chose dans son esprit changera. Le regret ne vient pas des mots que tu dis, mais de la vie que tu montres. Un homme avec un but devient magnétique parce qu'il irradie la direction, la concentration et la paix intérieure. Il ne cherche pas la validation parce qu'il a déjà une mission. Et cela le rend attirant d'une manière qu'aucune apparence ne peut égaler. Les stoïciens enseignaient que tout ce qui se passe peut servir à ta croissance, si tu choisis de le voir ainsi. La rupture n'est pas une malédiction, c'est une purification. Elle t'a arraché la distraction, t'a rendu la solitude et t'a mis face au miroir. Maintenant, c'est à toi de construire quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. L'autodiscipline que tu développes dans ce processus sera le fondement de ta nouvelle vie. Lève-toi tôt, travaille sur ton corps, apprends quelque chose chaque jour, élimine ce qui ne s'ajoute pas. Ton but n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, il a juste besoin de te soutenir. Vivre avec un but signifie aussi arrêter de poursuivre ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin de récupérer celui qui est parti, tu as besoin de récupérer le respect que tu as perdu pour toi-même. Chaque action cohérente avec ton but reconstruit ton identité. Tu n'es plus l'homme qui supplie, mais celui qui choisit. Tu n'es plus celui qui demande de l'amour, mais celui qui suscite l'admiration. Cette transition est celle qui change toute la dynamique. Parce que lorsqu'un homme vit pour quelque chose de plus grand qu'une personne, il cesse d'être l'esclave de ses émotions. Et le curieux, c'est que quand tu arrives à ce point, elle le remarque. Elle remarque ta distance, ton focus, ton calme. Elle remarque que ton énergie ne tourne plus autour de son nom. Et là, le regret arrive tout seul. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que la loi naturelle de l'attraction dit que celui qui se trouve lui-même suscite toujours de l'intérêt chez ceux qui l'ont perdu. Alors fais de ton but ta revanche. Que ton progrès soit ta réponse et ta vie, la preuve que rien ni personne ne peut t'arrêter. 8. Définis tes limites. Le pouvoir personnel s'effondre lorsque tu ne sais pas dire assez. Pendant la relation, tu as probablement trop cédé, ignoré des signaux,
accepté des comportements qui t'épuisaient et tu t'es peu à peu effacé pour maintenir la paix. Mais le prix de l'absence de limite est toujours le même, la perte de respect d'abord envers toi-même puis envers les autres. Si tu veux reprendre le contrôle après une rupture, tu dois reconstruire tes limites, non pas comme des murs d'orgueil, mais comme des frontières de dignité. Fixer des limites n'est pas une vengeance, c'est une clarté. C'est comprendre que l'amour ne consiste pas à tout supporter, mais à te respecter même quand tu aimes. Quand quelqu'un franchit cette ligne et que tu le permets, tu lui apprends comment il peut te traiter. Le problème est que nous confondons souvent l'amour avec l'endurance. Nous pensons que comprendre, c'est céder et que être patient, c'est se taire. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut pas attendre de respect du monde. La tempérance ne signifie pas passivité. Elle signifie savoir quand agir, quand s'éloigner et quand garder le silence avec intention. Tes limites sont la mesure de ta valeur. Si tu as du mal à dire non, c'est parce que tu ne sais pas encore ce que tu vaux. Le jour où tu comprendras que ton énergie, ton temps et ta paix sont sacrés, tu arrêteras de les donner à ceux qui ne les apprécient pas. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu retrouves du pouvoir. Parce que le respect ne se demande pas, il s'impose avec cohérence. Chaque fois que tu maintiens une limite, tu renforces ton estime de toi. Tu te dis à toi-même, je ne vais plus me trahir par peur de perdre quelqu'un. Après une rupture, il est vital de fixer des limites. Si elle revient vers toi, ne cours pas. Si elle te parle de manière ambiguë, ne tombe pas dans le jeu. Si elle essaie de renouer le lien sans engagement réel, aie la force de dire non, non pas par rancune, mais parce que tu as déjà appris ce qui se passe quand tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Un homme sans limite est un terrain facile à envahir. Un homme avec des limites est impossible à manipuler. Et quand cela se produit, le respect revient, même de la part de celui qui l'a perdu une fois. Les limites s'appliquent aussi à toi-même. Arrête de vérifier ses réseaux, de justifier son comportement, de nourrir le souvenir avec des pensées répétitives. Chaque fois que tu franchis ces limites mentales, tu recules. La discipline émotionnelle commence par fermer les portes internes qui te lient au passé. Si quelque chose te prive de ta paix, coupe l'accès. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit en supprimant ou en bloquant. Tu as besoin de le faire pour ta tranquillité, pas par orgueil. Le pouvoir qui émane d'un homme qui se respecte est indéniable. Il ne cherche pas l'attention, il l'attire, il ne demande pas de validation, il l'impose par sa présence. Parce que celui qui fixe ses limites cesse d'être réactif et devient sélectif. Et cette énergie, cette assurance silencieuse, est ce qui génère du regret chez ceux qui te prenaient pour acquis. Quand elle verra qu'elle ne peut plus accéder à toi comme avant, que ses paroles ne te déstabilisent plus, elle comprendra qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Un homme qui a appris à se respecter. Alors, montre clairement par tes actes où se termine l'accès à ton énergie. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, juste de le vivre. Ta limite est ta frontière, ton bouclier, ta déclaration de pouvoir. Parce que quand quelqu'un ne peut plus te franchir facilement, il commence à te voir différemment. Et cette différence, ce nouveau respect, est ce qui marque la véritable fin du cycle. Celui qui fixe ses limites ne perd pas, il s'élève. Et quand tu t'élèves, personne ne te touche sans ta permission.